L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des rendements éclatants. Novago, Novago. One, two, ça part. Okay. Salut Jean-François. Bonjour Mel, ça va? Oui, ça va bien. Je m'allais dire merci d'avoir accepté notre invitation, mais en même temps... J'étais comme obligé. Ah, arrête. J'aimerais ça parce qu'aujourd'hui, on va parler de plein de choses, production laitière, santé des petits veaux aussi, mais avant toute chose, j'aimerais ça pour ceux qui te connaissent pas, ça doit être rare quand même dans le réseau, parce que ça fait un bon bout que tu es là, mais que tu me présentes un peu c'est qui Jean-François Lemay, puis c'est quoi ton parcours? Jean-François Lemay, il est né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Bagotville, pour être plus précis. Je n'ai pas passé beaucoup de temps là, mais j'ai grandi dans Lotbinière, à Saint-Édouard-de-Lotbinière. Donc, ça arrive sud de Québec, entre Trois-Rivières et puis Québec. L'Université Laval, en bioagronomie dans le temps, c'était le nom que ça portait. J'ai fini en 97, j'ai commencé en 97 à la coop de Saint-Casimir, un remplacement de congé de maternité. Et puis l'année d'ensuite, j'ai fait un demi-temps à Saint-Casimir parce que le congé de maternité était terminé. Puis j'ai remplacé 2 jours semaine à la coop de Saint-Hubald. Donc je travaillais pour 2 coopératives en même temps. Puis en 2000, quand le bug de l'an 2000 est arrivé, ou presque, ou qui n'est pas arrivé plutôt, j'ai traversé à Parisville chez nous. Il y a un poste d'expert conseil en production laitière et animale moitié-moitié qui est ouvert. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2012. 2012, j'ai été recruté pour être conseiller spécialisé dans le temps chez Solio. Donc, je couvrais une partie du territoire du Québec. On était 6 à faire cette job-là. On était en support aussi avec les maritimes, AFSI, qui est notre coopérative sœur dans le coin là-bas, et puis pour l'Ouest canadien aussi. Puis, depuis 2 ans, presque, je suis pour Novago comme coordonnateur technique pour la gang de Novago. Puis une petite portion, je pense, chez Covry. Chez Covry aussi, à 2 jours semaine, en même temps, pour le même rôle. Puis c'est quoi le rôle de superviseur technique? C'est un rôle de soutien aux experts conseils? Exactement, je trouve au service un peu des experts conseils. Des stagiaires d'été aussi, on va faire de la formation, du suivi, de l'évaluation avec les stagiaires d'été. Mais pour les experts conseils, je suis là comme soutien. Donc, comme premier répondant, si on peut dire ça comme ça, au niveau technique là, dans le laitier. Mais avec mon background, si on peut dire, de végétal que j'ai eu dans ma vie, je suis quand même assez fort dans le végétal, dans la conservation des fourrages, dans mon ancien titre chez Solio. Donc, je poursuis avec ça là, chez Novago, avec ce bagage-là. Oui, on a eu la chance, justement, là, de mettre ton expertise à profit dans la dernière année, des journées végétales, laitières, performances laitières. On a fait des journées partielles, fait que ça bouge pas mal. Tu te promènes pas mal sur le territoire de Novago. Oui, c'est la dernière année, là, c'était assez actif, on va dire ça. Justement, parlant d'actifs, là, on se parle cette semaine. Tu reviens de la semaine passée d'un voyage en Ontario avec des jeunes de la relève. J'aimerais ça que tu m'en jases un petit peu. C'était quoi ce voyage-là? Oui, c'était un voyage organisé par chez Solio, entre autres, pour la relève agricole. 2 points de chute, là, Québec et puis Montréal. On se rejoignait directement à Toronto. À partir de là, il y avait un voyage organisé là, pour visiter les installations du réseau, entre autres. Donc, une usine de fabrication de croquettes et de filets de poulet directement chez Olimel dans le coin de Toronto. Après ça, on est allé visiter les installations de Mesex, entre autres. Super intéressant comme visite. On est allé voir un producteur de ginseng. Je ne savais pas qu'on était producteur de ginseng au Canada. On est même les plus gros producteurs au monde. Ben voyons. De ginseng. Le ginseng, c'est une fameuse racine là, que les Japonais, entre autres, et surtout les Chinois vont adorer. Là. C'est la même chose que le gingembre, dans le fond? Ou non, c'est complètement pas pareil. autre chose. C'est ce qu'on va retrouver, si on veut, là, dans le Red Bull ou ces boissons-là. Donc, c'est une culture qui est mise en terre avec un genre de toile de pépinière, si on peut dire. On va le mettre en terre et on va le récolter 4 ans après. Ils font sécher ça dans les anciens séchoirs à tabac, entre autres. Puis le producteur qu'on a visité a 235 acres de ginseng. Puis un fait vraiment bizarre que je ne connaissais pas, mais le ginseng, on peut faire planter ça dans un champ une seule fois dans sa vie.
Donc, le champ va recevoir du ginseng une fois dans sa vie, après ça, c'est fini. Après ça, c'est terminé. Oui, exact. C'est assez spécial. Il y a 11 acheteurs chinois dans le monde pour le ginseng, puis il y a à peu près 600 producteurs là, en Ontario qu'on s'est fait dire. On a visité des installations aussi, les Agromart en Ontario, le kit de chargement aussi d'un gros plan d'engrais là, avec 52 000 tonnes d'engrais par année. L'usine aussi de fabrication de Prairie Hill. Il y a eu un petit bout aussi là, quand même de détente, quelques soupers, dont le souper avec le président de Solio et qui est président en même temps de l'IMEL, donc M. Ferland. Donc ça a été bien intéressant pour la relève aussi, puis de voir l'ampleur du réseau. Hey, super. Je fais ma petite pub commerciale. C'était avec le Fonds coopératif d'aide à relève agricole, là, notamment là, avec, justement, c'est une association entre Solio Agriculture, Solio Groupe Coopératif, Desjardins et la Fédération de la relève agricole. On a des cohortes à toutes les années de jeunes en bas de 40 ans qui s'inscrivent, qui participent à ce type d'activité-là, mais aussi à des formations, là, puis qui peuvent aller chercher jusqu'à 7 500 $ par année sur une période de 3 ans. Là, fait que un super beau programme à découvrir là, pour ceux qui n'est pas encore connu. Je comprends pas qu'il y a encore des gens qui connaissent pas ce programme-là dans notre réseau. C'est tellement un super beau programme de soutien de soutien technique, d'apprentissage, puis financier aussi. Là. Exact. Beaucoup d'échanges aussi entre les participants, puis ça a permis d'être plus proche un peu des deux participants qu'on avait chez Novago, Christian puis Mathieu. Ah, super! On parle que c'est mouvementé, c'est pas juste ces temps-ci, là, c'est toujours mouvementé à la coop, mais beaucoup d'activités ces temps-ci en fin de saison des récoltes. T'as fait cette semaine un petit atelier de vache-tarie avec quelques producteurs dans la Naudière. J'aimerais ça que tu me jases de ça un petit peu aussi. Jacques et Guy, les deux experts conseils du coin, m'avaient demandé de monter un genre d'atelier sur les vaches-taries, surtout là, l'aménagement des locaux, si on peut dire, dans lesquels on pourrait loger ces animaux-là, parce qu'il y avait quelques fermes qui n'étaient pas encore selon les normes de bien-être, puis on sait que ça s'en vient là, d'ici 1er avril 2027 pour pas la nommer la date. Fait que donc, on a présenté ces dates-là butoirs qui avaient pour différents objectifs. On a parlé aussi là, des aménagements, ce qu'il faut faire attention au niveau de la ventilation, de l'eau, du logement individuel ou en groupe. On va passer au travers de tout ça. Une présentation peut-être d'1 heure avec un petit lunch après. Beaucoup de discussions aussi là, qu'il y a eu avec les producteurs. Je pense que ça a été très apprécié. Puis ça, si jamais, mettons, il y a des sujets spécifiques comme ça, des auditeurs, des membres de Novago qui écoutent le podcast puis qui aimeraient ça approfondir certains sujets-là, c'est-tu dans ton mandat de faire d'autres rencontres comme ça avec des groupes spécifiques et nos experts conseils, dans le fond? C'est directement dans mon mandat, puis tu sais, c'est plus le fun, c'est plus friendly, c'est plus convivial parce qu'on va être 4, 5, 6 producteurs gros maximum dans ces genres de rencontres-là, donc il peut y avoir beaucoup plus d'échanges. C'est moins gênant de poser des questions, puis c'est plus personnalisé un petit peu. Là. Moi, j'adore cette formule-là. Oui, c'est vrai que c'est une belle formule. Puis pendant qu'on est sur ce sujet-là, j'aimerais ça qu'on jase aussi un projet qu'on a fait, qui s'est étendu, je m'allais dire cet été, mais qui s'est étendu jusqu'au printemps, en lien notamment avec la santé des veaux. Un projet qui a été réalisé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'aimerais ça que tu me parles de cet autre projet-là d'accompagnement qu'on peut faire. C'est un accompagnement, première des choses, avec les stagiaires d'été. Donc, stagiaire d'été, c'est beau, on fait une évaluation de la personne, ses compétences, tout ça, puis on l'accompagne un peu, mais on lui donne un mandat. Puis cette année, le mandat, c'était de suivre quelques producteurs avec un genre de sondage, questionnaire, pour évaluer entre 0 et 2 mois, c'était quoi le niveau de compétence, ou pas le niveau de compétence, mais plutôt le degré, mettons, de soins qu'on donne à mes petits veaux, là, entre 0 puis 2 mois, là, jusqu'au sevrage. Donc, la stagiaire avait un questionnaire à passer pour chacune des fermes, puis on donnait une évaluation par bloc. Donc, bloc colostrum, le bloc vêlage, le bloc ventilation, ces choses-là, environnement. Puis après ça, on revenait avec le producteur pour lui donner son genre de score. Puis on a eu l'idée, après ça, de faire un webinaire ou un team plutôt avec les participants. Puis revenir avec le questionnaire, pas toutes les questions, pas les 50 questions, mais les plus importantes où ça avait peut-être plus accroché ou ce que c'était plus important,
Ça a été une présentation d'à peu près 1h15 sur tout ce qu'on avait à regarder, autant colostrum que ventilation, tout ça. Puis je pense que la participation était très bonne. Puis les gens ont bien apprécié le fait qu'il y ait un retour sur un projet d'une stagiaire d'été. Là. Donc, ça bouclait la boucle. Là. Ouais, c'est le fun, dans le fond. C'est ça fait vraiment une boucle. Là. Audrey est allée sur chaque ferme, poser les questions. Après ça, ils ont reçu comme leur diagnostic personnalisé, finalement, là, qu'on peut dire. Ouais. Puis, à la suite de tout ça, on est allé cibler les leviers d'amélioration, dans le fond. C'est un super beau projet. J'aimerais ça qu'on voit ensemble un petit peu les observations ou qu'est-ce qui est ressorti de ça. T'en as-tu quelques-unes, des observations? Une des observations, je sais que ça va être repris, probablement ailleurs dans le territoire, parce que les oreilles m'ont scellé, qu'on pourrait reprendre ça ailleurs dans le territoire. Ce qui est ressorti, il y a beaucoup de questionnements sur le sevrage, comment effectuer le sevrage, autant comme avec une louve ou un appareil de distribution, ou directement à chaudière. C'est quoi les meilleures façons? Où, des fois, il y a des petits ajustements qu'il faut faire pour peut-être aller chercher la petite coche de plus. Ça revient souvent, là, le tétage. Est-ce que, pour ceux qui en avaient, du moins, comment je peux faire pour essayer de réduire ça? Est-ce que c'est juste environnemental ou si c'est une partie alimentaire qui peut venir du tétage ou du moins le stimuler puis essayer de baisser cet effet de tétage-là. C'est des points là, qui sont ressortis là, beaucoup. La ventilation aussi, des fameuses poinières chaudes ou froides, ça, c'est toujours des enjeux là, qu'on a beaucoup de discussions avec ça. Là. OK. Là, tu me parles des questions qui sont sorties. Moi, j'aimerais ça avoir des réponses. Des réponses? Non, mais sans blague... là, t'es pas encore familier au podcast, mais parce que je suis convaincue que tu seras notre invité de nouveau dans le futur. On a 2 segments dans le podcast. Il y en a un qu'on appelle « Rien que d'une traite », comme notre bonne bière. Ouais. Là, j'ai pas de bière pour toi. Non, on a c'est juste de l'eau. Ouais, c'est même pas du café, c'est de l'eau. Mais on calera pas de la bière, mais on va caler des questions. Okay. Je te pose des questions en rafale. Ouais. Tu me réponds, ça se peut que ce soit pas toujours blanc ou noir, mais on essaie d'y aller... pas sommairement. Là, on peut s'étirer si jamais il y a des questions qui méritent d'être approfondies. Ça marche. Es-tu prêt, Jean-François? Je suis prêt. OK. La première question. On reste dans la thématique des petits veaux et de la production laitière. C'est quoi un bon colostrum? Bon colostrum, il y a peut-être 2 choses au moins à regarder. Du moins, la partie bactérienne, E. coli, ces choses-là. Il faut avoir un décompte de bactéries qui est relativement faible. Il y a des normes à respecter, mais ça, souvent, c'est pas testé nécessairement. Mais quand on a des problèmes, c'est quelque chose qu'on va essayer de valider. Donc, l'innocuité, la propreté là, avec laquelle on va travailler notre colostrum. Deuxième chose, tout le monde est pas mal au courant, là, c'est la quantité d'IgG qu'il y a dans le colostrum, donc la quantité de petits soldats que je suis capable de transférer dans mon système immunitaire de mon veau qui est comme à 0 quand il vient au monde. Donc, cette quantité d'immunoglobuline-là que je suis capable de transférer, il est à combien? Donc, ce que je veux avoir, c'est au moins 22 Brix. Même, il y a certaines études qui parlent de 25 jusqu'à 30 Brix pour avoir un colostrum de bonne qualité. Puis ça, on peut le valider facilement là, avec un réfractomètre ou un colostromètre. Là. Ah, super. Puis ce colostrum-là, à quel moment est-ce qu'on devrait le donner pour la première fois? Idéalement, le premier repas, il faut qu'il soit donné en dedans de 6 heures pour avoir une meilleure efficacité. Parce que l'absorption, si on veut, par le veau du colostrum, elle diminue avec le temps. Puis aussi, si on attend trop longtemps pour traire la vache pour collecter le colostrum, la quantité de colostrum aussi va être plus faible. Donc, d'où l'idée d'être en dedans de 6 heures suite à la naissance. Mais le mot d'ordre, c'est le plus rapidement possible. OK. Quand devrait-on incorporer des fourrages dans la ration des petits veaux? Bonne question. C'est sûr qu'il n'en mangera peut-être pas, puis c'est très, très, très variable individuellement. Il ne mangera peut-être pas dans les premiers jours, mais on dit tout le temps dans les premiers jours d'offrir au moins une poignée de foin, du foin qui est relativement souple, qui va être fait avec des graminées, entre autres, pas que ça soit trop raide pour notre petite bouche de petits veaux. Même chose pour les concentrés. Là. On incorpore les concentrés rapidement dans les premiers jours. On va essayer de faire une rotation pour pas qu'ils deviennent plus bons ou qu'ils bavent dessus. Là. Fait que, les stimuler à essayer d'en manger quand même un peu assez rapidement. Super. Quelle est la consommation idéale de concentré kilo par jour de veau au sevrage? Ça aussi, c'est une bonne question.
Ce qu'on veut, c'est de développer un rumen qui est efficace, donc un ruminant. Pour ça, c'est des concentrés qu'il faut qu'on consomme. On dit, la règle du pouce, on dit toujours qu'il devrait consommer au moins 1 kilo de concentré pendant 3 jours consécutifs pour être capable ou apte à subvenir à ses besoins sans avoir nécessairement du lait. Là. Donc, c'est à peu près ça la quantité qu'on devrait avoir. Super. Ensuite, prochaine question. Quelle phase de vie peut permettre un meilleur GMQ? Tu m'as appris que c'était un gain moyen quotidien pour les génisses. Il y a plusieurs phases, puis c'est pas égal. Tu sais, on dit qu'une génisse va pousser entre 0 puis la date de veillage entre 800, 850, 900 grammes, mettons, de gain, mais c'est pas flat, ça, c'est pas tout égal. Donc, la zone ou la période où je vais investir $1 puis je vais avoir plus $1 qui va m'être remis, là, c'est probablement la zone entre 2 et 6 mois. Cette partie-là, là, on a beaucoup à investir dans cette partie-là. Puis c'est souvent où il y a beaucoup de choc pour le veau. Il va avoir une phase lactée jusqu'à une phase solide 100%, donc un gros changement alimentaire. Il va changer de place souvent dans des parcs qui ne sont pas tout à fait le même environnement. Souvent, les parcs vont être plus gros où il va y avoir beaucoup d'amis dans le parc. Donc ça change un peu l'environnement. Donc souvent, ces petites phases-là, quand on ne fait pas attention, on peut perdre beaucoup du gain potentiel qu'on peut aller chercher. Tiens. Dans ces phases-là, on peut aller chercher du 1.1, 1.2, 1.3 kg de gain par rapport à mon 0.8, 0.9 qu'on avait avant. Donc la phase la plus importante pour une génisse, c'est entre 2 et 6 mois. Là. Ça me fait penser, tu parlais de... Il y a 2 amis dans le parc, là. Ça me fait penser à notre formation l'année passée avec... là, c'était pas par rapport au petit veau, c'était par rapport plus aux vaches, là, mais c'était notre collègue, Philippe Couture, qui disait, non, pas le gros barrette, mais Ouais. Fait que s'il y en a un petit qui se fait tasser plus d'un coin, ben ça peut... Le gros paquet. Le paquet! J'étais proche, j'étais derrière, mais j'étais pas dans... Avant le gros. Ouais, c'est ça. Ensuite, quelle est la température ambiante idéale pour un petit veau? Ça, c'est une très bonne question. On appelle ça la thermoneutralité. Donc, mon petit veau, il n'a pas chaud, mais il n'a pas froid. Fait qu'on appelle ça thermoneutralité. Donc, dans les premières semaines, ça va être à peu près 15 degrés Celsius. C'est pour ça que des fois, on est obligé de lui mettre des petits manteaux pour lui donner une chance de passer au travers de la température qui est ambiante, là, qui subisse. Puis après ça, on parle d'à peu près 1 mois et demi, 2 mois. C'est sûr qu'il va être capable de tolérer un 5 degrés sans trop avoir de problème. Là. Sinon, il faut qu'il consomme beaucoup plus pour essayer de combattre cette température-là. Ça termine la section rien que d'une traite. Ah, ça vient Ouais, je pense que oui, ça n'a pas trop fait mal. Non. J'ai un autre segment. Okay. Après ça, c'est les 2 segments de l'épisode en rafale. L'autre, c'est l'œuf ou la poule. Mais Okay. parce que je te donne 2 choix, puis tu dois choisir le meilleur entre les 2 options. Mais là, aujourd'hui, je te donne 4 choix. Fait que c'est comme plus l'œuf, la poule, le coq ou le poussin, quasiment. On reste toujours dans les veaux génisses. Si je te parle d'aliments solides, tu as le choix entre un aliment cubé, aliment texturé, maison ou RTM sèche. Qu'est-ce que tu choisis? On a dit cubé, texturé, RTM sèche. Maison. Aliment maison. Okay. Aliment maison, texturé, c'est probablement les produits qui sont le plus proches. Donc, aliment maison, moi, je vois ça comme du grain à la ferme avec une source de protéines quelconque, mais ça reste que c'est texturé. Ça ne sera pas cube. Les aliments texturés, par exemple, on peut acheter chez Novago, chez Solio, ça va être un mix de cubes et de texture. Souvent, il y a de la mélasse dans ces produits-là. RTM sèche, bon là, c'est un mix soit de fourrage haché ou de paille avec du cube et ou des grains. Puis la dernière, ben, c'est full cube, juste du cube. Le choix est assez compliqué à faire pour moi parce que ça dépend un peu de la régie de chacun puis peut-être des pensées de chacun. On va être capable d'avoir le même résultat au bout de la ligne, je crois. Sauf qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus performants que d'autres. Si on prend juste le cube, ben c'est sûr qu'on n'a pas de triage. Le veau ne peut pas trier ce cube-là. Chaque bouchée va être égale. Il n'y a pas de mélasse là-dedans, donc ça n'attire pas les mouches. Fait que, en réalité, ce cube-là, je pense qu'il est fait pour avoir une très bonne consommation. Ça me prend par contre un fourrage sur le side, sur le côté, pour compléter ma ration.
Si je vais avec une ration de RTM sèche, je n'ai pas nécessairement besoin de fourrage puisqu'il est supposé d'être incorporé à l'intérieur. Le danger, c'est le triage. Donc, si j'ai des brins de paille ou de foin sec trop longs, à ce moment-là, mon veau risque de trier. Et s'il trie, ben là, j'ai un problème parce que les bouchées ne sont pas toutes égales. Fait que le premier qui va se présenter à la mangeoire, puis le dernier, il n'y aura pas le même service. C'est comme si le premier qui se présente, ben lui, il va prendre tout ce qu'il aime, puis l'autre, il va se ramasser avec. C'est en plein ça. Puis l'autre chose, c'est si je trie, je risque d'avoir une plus grosse baisse de pH dans mon rumen. Si j'ai ça, ben là, je frôle peut-être avec l'acidose pendant peut-être trop longtemps dans ma journée. Puis l'autre chose qu'on sait depuis peu, mais un petit veau qu'on apprend à trier en jeune âge, il va garder ça dans sa tête, mais qu'il soit vache aussi. Puis ça, je veux pas ça. Je veux pas qu'une vache commence à trier son matériel. Puis les deux autres, bon, les texturés, ça peut être bien. La consommation de texturés va peut-être être un petit peu moins rapide à la minute, donc la consommation par minute va être un petit peu moins rapide. L'histoire des mouches là, avec la mélasse qui peut peut-être être dérangeant dans certains endroits, mais ça peut être de quoi d'intéressant là, à valoriser les grains qu'on a à la ferme. Ben, hey, c'est une super bonne réponse, Jean-François. C'est très, très, très clair, malgré les différentes oui, c'est ça. J'ai pas choisi rien en réalité. Non, c'est correct. C'est un mix de tout ça. C'est ça, la poule et l'œuf, on n'a pas de choix. Non, c'est ça. Ben, ça termine le podcast, le balado, Jean-François. Si jamais on veut te rejoindre, la meilleure façon, s'il y en a qui ont des questions techniques en production laitière ou tout ce qui est fourrage avec ton background plus végétal, on te rejoint comment chez Novago? Appelez directement ou communiquer avec votre expert conseil, puis c'est lui qui va faire, ou elle, qui va faire le lien avec moi, puis on va se trouver une plage pour se rencontrer ou jaser. Merci, Jean-François. C'est bien. Merci. Ça n'a pas fait trop mal. Non, ça va bien été.